de la compagnie. Salut à tous, samedi 12h45, c'est plus clair. Et d'abord, pour commencer, tous nos vœux pour cette nouvelle année. En 2008, vous retrouverez toute l'actu média, évidemment, et encore plus. Plus d'images, plus d'enquêtes, plus de coulisses, plus d'invités. Voici le programme aujourd'hui. Les temps forts de l'année à venir, nouveaux programmes, nouvelles têtes, nouvelles tendances. À quoi va ressembler la télé en 2008 ? La réponse dans plus clair. L'année s'ouvre avec une nouvelle émission. Sébastien Coé a enfin sa quotidienne sur TF1. Nous avons filmé les coulisses de son show et il sera avec nous sur ce plateau. Vous retrouverez vos rendez-vous préférés, le zapping, l'ITV Télé, la webzone. On commence tout de suite avec l'actu de la semaine. Résumé et mixé par Plus Clair, c'est le Média Mix. C'est parti. Dans le Média Mix cette semaine, d'abord l'annulation du rallye Paris-Dakar, une première dans l'histoire de cette compétition qui déçoit le patron des sports de France Télévisions, diffuseur de la course. Ça représente 3 émissions quotidiennes sur la 2, la 3 et la 4 qui sautent pendant 15 jours. Ça représente sur le 18h10, 18h40 sur France 2, 1,5 million de téléspectateurs. Sur le journal du Dakar à 20h10 sur la 3, 3 millions de téléspectateurs. Et un public de passionnés sur la 4. Depuis quelques jours déjà, le gouvernement français s'opposait au passage du rallye en Mauritanie après l'assassinat de 4 touristes français survenus le 24 décembre dernier. On avait toujours la possibilité de passer du Maroc au Sénégal sans passer par la Mauritanie, mais c'est toute la course, puisque sur les 15 jours qui étaient remis en cause, puisque sur les 15 jours, une semaine se déroule en Mauritanie et dans le désert. Et le Dakar, c'est le désert. Donc c'était tout l'intérêt de la compétition qui était remis en cause. Cette décision des organisateurs a été prise non sans une certaine résignation face aux menaces terroristes qui auraient pu mettre en danger la vie des concurrents de ce rallye 2008. Par conséquent, la programmation de France Télévisions a été bousculée. Sur France 2, par exemple, des épisodes supplémentaires de la série Le Renard seront proposés durant 15 jours. À présent, passons au bilan des programmes de fin d'année. Pour Noël, TF1 a misé comme d'habitude sur un bon film de Louis de Funès. Il en manque une. Vous êtes sort ? Tout à fait ça. Et oui, La Folie des Grandeurs qui a tout de même rassemblé 7 400 000 téléspectateurs et qui décroche ainsi la première place des audiences de Noël. La seconde place revient à 3 contes merveilleux sur France 2. Oyez, oyez. Des contes avec des stars de la télé qui ont réuni près de 3 200 000 téléspectateurs. La 3e place de cette soirée du 25 décembre revient à France 3 avec son cirque de Monte-Carlo qui a rassemblé 3 100 000 téléspectateurs. Et pour le réveillon du Nouvel An, TF1 et France 2 s'étaient mis sur leur 31. Le gagnant de cette soirée habillée, c'est Patrick Sébastien qui, avec son grand cabaret, réunit 5 300 000 téléspectateurs. TF1 a donc dû consoler ses enfants qui n'ont rassemblé que 4 600 000 téléspectateurs. Bonne année, bonne santé, que du bonheur. De toute façon, sur France 2 comme sur TF1, l'année se terminait en chanson. Aux États-Unis, cette semaine, c'était enfin le retour des shows télé après 2 mois d'absence en raison de la grève des scénaristes et auteurs de talk show qui continue d'ailleurs à battre son plein. D'après Conan O'Brien, une des stars de la chaîne NBC, cette grève a quand même quelques bons côtés. Americans have been forced to read books and occasionally even speak to one another. Par contre, en 2 mois, quand un homme ne se rase plus, son système pileux se développe à vitesse grand V. I actually grew a beard. I grew a beard. I never did that in my life. My entire life I've never grown a beard. I grew a beard. I grew it out of solidarity from my writers and to prove that I have some testosterone. Même solidarité du système pileux chez David Letterman. Simply spoken, the writers are sick and tired of having to buy their own pencils. Yes, and I wouldn't have this ridiculous beard either. Chez Jay Leno, l'autre star d'NBC, pas de barbe, mais lui aussi exprime son soutien aux auteurs et scénaristes américains. We continue to support the Guild, but see, I think it's easy to empathize with those people. You see the faces of the people that work here, like Bob, our lighting guy. Bob, where's Bob? There he is, Bob. Bob, have you got your light? Bob, you're supposed to do lights. All right, okay. Pour l'instant, personne ne sait combien de temps cette grève durera encore, surtout qu'aujourd'hui, elle menace les cérémonies des Golden Globes et des Oscars. You want to tell Anna Wintour's real life story?
Bon courage. Enfin, dans le Media Mix, une soirée spéciale Anna Wintour, rédactrice en chef du Vogue américain depuis près de 10 ans. Vous l'avez découverte en partie sous les traits d'un personnage vaniteux et froid campé par l'actrice Meryl Streep, dont le diable s'habille en Prada. Vous n'avez aucun style, aucun sens de la mode. Un film adapté d'un best-seller d'une ancienne assistante de Wintour, mais personne n'a jamais su qui se cache derrière ces lunettes XXL et ce carré châtain qu'elle porte depuis 1970. Loïc Prichon, journaliste et spécialiste de mode, vous propose donc ce documentaire. Pour enfin percer le mystère Wintour, qui dicte sa loi aux créateurs, et quand on conteste ses choix, ici en France, elle n'est pas vraiment contente. The French are wrong. They're wrong. They're bourgeois and boring. Paris, capitale de la mode, Anna Wintour s'en moque, comme des Français d'ailleurs. Mais comme nous ne sommes pas rancuniers, enfin à peine, dans ce doc vous trouverez aussi 10 points sur sa biographie, dont son année de naissance. À ceux qui pensaient qu'elle n'avait qu'une quarantaine d'années, Madame Wintour en a presque 60. Un détail pas très chic, mais ce n'est qu'une petite griffouille avant celle beaucoup plus satanique. Ce soir à découvrir à partir de 20h50 sur Canal+. À quoi va ressembler la télé en 2008 ? Quels seront les hits et les surprises de cette saison ? Comment les producteurs et les animateurs se préparent pour affronter cette nouvelle année ? Comment comptent-ils surprendre des téléspectateurs de plus en plus sollicités et de mieux en mieux informés ? Voici les réponses et la sélection de Plus Clair, les avant-premières télé de 2008. On regarde. Première tendance en 2008, l'omniprésence des jeux. TF1 va lancer dans les prochaines semaines Power of 10, adapté d'un format US. Power of 10, c'est un peu la révélation de l'été dernier aux États-Unis sur CBS. C'est un jeu assez simple. Il y a une tendance des jeux simples où tout le monde doit pouvoir répondre parce que c'est des questions intuitives, presque des devinettes. Là, il faut deviner ce que les gens ont répondu à des sondages. Quel pourcentage d'Américains ont déjà dit à leurs amis que leur nouveau-né était magnifique alors qu'ils le trouvaient moche ? C'est un petit peu comme Une famille en or ou Attention à la marche dans le principe, sauf que c'est musclé par une mécanique de quiz beaucoup plus tendue, beaucoup plus puissante. Sur TF1, Jean-Pierre Foucault présentera Power of 10. Le tournage a lieu en ce moment même. Toujours dans la série Comment gagner gros sans surmener ses neurones, voici Win My Wage, traduction Gagne mon salaire. Un jeu britannique dans lequel le candidat doit deviner qui en face de lui a le salaire le plus élevé pour l'empocher. Un programme qu'on devrait retrouver sur une chaîne française en 2008. Ce qui est basé sur l'intuition, le bluff, un peu comme le poker est très tendance en ce moment. Donc tous les jeux qui reprennent un petit peu les ressorts du poker marchent plutôt bien. L'autre grande tendance de l'année 2008, c'est le feuilleton. Le succès de Plus belle la vie sur France 3 avec ses 5 millions de téléspectateurs chaque soir a fait des envieux. Aujourd'hui, France 2, TF1 et même M6 se disent qu'il y a là une garantie d'audience. Il m'a dit que c'était une opportunité exceptionnelle pour faire des affaires. Et au-delà de cet aspect de l'audience, c'est une manne sur le plan publicitaire et les annonceurs n'aiment rien que mieux qu'un public fidèle chaque jour. France 2 va dégainer au printemps 5 sœurs, un feuilleton familial. TF1 nous promet seconde chance avant la fin de l'année et M6 affirme avoir 2 projets dans ses cartons. Ça permet aussi, de façon un peu plus pragmatique, d'assurer le quota d'œuvres françaises auxquelles chaque chaîne est soumise et accessoirement, si on veut avoir un petit peu mauvais esprit, de continuer à mettre des séries américaines en prime time. Et ça permet aussi d'améliorer les audiences de ce qu'on appelle le daytime, c'est-à-dire les audiences de journée, donc de rebooster l'audience moyenne des chaînes de télévision. Qui sera la nouvelle star 2008 ? L'émission d'M6 Valeurs sûres de la chaîne reviendra en 6e saison. Un jury renouvelé, Lio, Sinclair, Philippe Manœuvre aux côtés de l'indestructible André Manoukian. Des oreilles toutes neuves donc et des candidats surprenants. Le casting 2008 ressemblera, je pense, à aucun autre. Alors c'est dû bien entendu à l'arrivée de ce nouveau jury, mais c'est dû surtout au fait qu'il y a des gens qui ne venaient peut-être pas encore à la nouvelle star et dans la lignée de Christophe Willem, de Julien Doré. Il y a des gens qui seraient peut-être jamais venus frapper à la porte de ce genre d'émission, de ce genre musical, et qui viennent. Toujours en télé-réalité, Secret Story revient sur TF1, mais dès le printemps cette fois. Quant à Pékin Express sur M6, cette année ce serait plutôt Rio Express avec un périple en Amérique latine. C'est par 2 qu'ils vont traverser 3 pays, le Brésil, la Bolivie et le Pérou.
Il y a notamment avec les gens des scènes de rencontres incroyables. Ils arrivent mieux à communiquer qu'avec les Chinois ou avec les Indiens parce que forcément on se débrouille en portugais, en espagnol. Donc les scènes de vie sont incroyables. Les concurrents ont pleuré tout de suite lorsqu'ils repartaient en 12 heures, 24 heures. Ils tissaient des relations très fortes et les rencontres, c'est sans doute ce qu'il y a de plus fort dans cette année. Côté fiction, vive les saisons 2. Clara Scheller fera enfin son retour sur France 2 avec un casting tout neuf. On retrouvera aussi d'autres nouvelles de Maupassant qui avaient cartonné en 2007. Moi, je demande qu'à vous faire plaisir. Tandis qu'Arte rouvrira son institut de beauté Vénus et Apollon. Enfin, l'histoire reste à la mode en 2008 avec en février sur France 2 La Résistance, un docu-fiction en 2 parties sur lequel la chaîne mise beaucoup. Das französische Volk ist noch nicht unter Kontrolle. Canal+, elle, avec La Traque, racontera la chasse aux nazis des époux Klarsfeld. Mais l'année 2008 sera aussi insolite avec des nouveautés inspirées du web. Human Guinea Pigs, autrement dit les cobayes humains, est un mélange de Jackass et de C'est pas sorcier. 5 jeunes se livrent à diverses expériences commentées ensuite par un scientifique. Au final, les talons hauts, ça déforme les pieds, provoque des tendinites, crée des arthroses avant l'heure. Bref, vous prenez de gros risques avec votre santé. Ce sont des vidéos qui circulent assez facilement sur Internet. Pour preuve, c'est que Five, le diffuseur de Human Guinea Pigs, a déposé des vidéos du programme sur YouTube. Donc c'est vraiment quelque chose qui a une forte attractivité pour une audience jeune. Dans le même genre, Silent Library, un programme japonais. 6 garçons se livrent à des gages dans une bibliothèque, ce qui les contraint à ne pas faire de bruit. Par exemple, manger de la moutarde japonaise sans hurler. Pourquoi ces jeux japonais viennent? C'est parce que ça circule énormément sur Internet. Sur Internet, les gens sont friands de séquences minuscules, débiles, très amusantes, répétitives. C'est ce qu'on a vu dans Le Mur Infernal. Donc ça circule sur Internet et après les producteurs de télé achètent les droits de ces séquences très vues pour en faire des émissions de télé. Et ce format a été acheté par Christophe de Chavannes. Bref, l'année 2008 s'annonce plutôt agitée. Vous avez loupé votre émission préférée, pas grave, vous pourrez la regarder quand vous voulez et où vous voulez. La Catch-Up TV, c'est encore mieux que la VOD. Liberté de regarder, nouvelle façon de consommer, toutes les télés s'y mettent. 2008 sera Catch-Up. François Saltiel. Reposant pour la vue. Avant, la télévision était un objet sacré pour toute la famille et on ne choisissait pas forcément ses programmes. Ça vous embête que je sois là sur votre écran. Mais en 2008, avec le lancement de la Catch-Up TV, ce modèle est révolu. Ce nouveau mode de consommation de la télé rend le téléspectateur libre de choisir ses programmes. Et en plus, c'est gratuit. La Catch-Up TV, on l'appelle aussi en France la télévision de rattrapage. C'est une solution technique qui passe soit par Internet, soit par la télévision directement, qui permet de revoir quand on veut, où on veut, des émissions de télévision, des programmes, d'une manière générale, qui ont déjà été diffusés. La première à avoir dégainé, c'est Arte Plus 7. Cette offre de Catch-Up TV permet depuis fin 2007 de revoir 40% des programmes de la chaîne Intello du PAF. Arte espère ainsi toucher sur le net un public qui lui échappe en télé. Souvent, les gens nous disaient « Ah, Arte, je vous aurais bien regardé, mais ce soir-là, il y avait le match de foot, ou ce soir-là, il y avait Miss France, ou je ne sais quoi. » Et puis, je me suis laissé aller, j'ai regardé Miss France. On voit bien qu'il y a besoin d'une séance de rattrapage. Le public d'Internet est tellement plus jeune dans sa grande masse que le public télévision. Il est évident que c'est un service qui nous permet de toucher des internautes qui visionnent tout simplement la télévision sur leur ordinateur. Donc il faut les retrouver, cela, bien sûr. Mais attention, sous le règne de la catch-up, les négociations des droits des œuvres ne sont pas toujours simples, surtout pour le cinéma. Si la production américaine sera présente au lancement de Canal+ à la demande en février, il faudra attendre pour le cinéma français. Les droits sont très chers pour les chaînes qui doivent chercher des ressources supplémentaires pour les financer. France Télévisions a trouvé le filon avec sa catch-up Rewind TV en offrant l'exclusivité de ses programmes à un opérateur. Nous avons négocié un accord exclusif avec Orange pour une raison principale, c'est le seul fournisseur d'accès qui était prêt à payer les contenus. La catch-up TV, c'est un droit nouveau. Les chaînes de télévision n'ont pas ce droit. Il faut les acheter au niveau du producteur. Ça leur coûte de l'argent. Et le seul qui était prêt à financer cet achat de droits spécifiques, c'était Orange. Ce qui nous gêne dans une stratégie comme celle-là, c'est qu'elle exclut une partie du public, puisqu'il y a exclusivité vis-à-vis d'un fournisseur. Pour la catch-up TV comme pour la télévision, la publicité est indispensable. Mais pour l'attirer, il faut pouvoir quantifier ces nouveaux consommateurs d'images.
C'est tout l'enjeu de Médiamétrie, institut de sondage historique qui va devoir se renouveler pour être à l'écoute de cette télé de demain. Médiamétrie va répondre à l'arrivée de la Catch-up TV avec son nouvelle génération de mesures d'audience, le watermarking. C'est un signal audio qui est inséré dans le flux des programmes des chaînes. C'est évidemment un signal audio qui est inaudible à l'oreille humaine et qui derrière est ensuite capté par ou mesuré en tout cas par les nouveaux audimètres de nouvelle génération de Médiamétrie qui sont installés chez les palénistes. On sait exactement si le programme est vu en différé ou en direct. Watermarking ou pas, ce qui est sûr, c'est que la Catch-up TV a déjà changé notre façon de consommer la télé. La Catch-up TV se consommera très certainement plus de manière personnelle que de manière familiale. Et ça, c'est une grande évolution de la télé depuis quelques années et qui va s'amplifier dans les années qui viennent. On passe au Bug TV quand la télé dérape, perd le contrôle et devient presque absurde. C'est la sélection hebdomadaire de Vincent Calvet. La veille de Noël sur Bug TV, on en a appris un peu plus sur le Père Noël grâce au journal de TF1. Et c'est qui le Père Noël? Je sais pas. On a vu un reportage consacré à la fête de Noël en Chine. J'aime bien tous les enfants, c'est pour ça que j'apporte des cadeaux jusqu'en Chine. Mais on a surtout découvert le Père Noël là où on ne l'attendait pas. Regardez bien le synthé en bas de l'écran, on voit le nom des personnes qui ont réalisé le reportage. S-Claus, c'est-à-dire Santa Claus, soit le Père Noël dit en anglais, et oui, le Père Noël travaille pour TF1. En cette période de fin d'année, on a vu à la télé de jolis contes de Noël. Ça a commencé lors de Qui veut gagner des millions sur TF1 avec des candidats extrêmement sympathiques. Et notamment Farid du Val-de-Marne. Bon, au début, ça n'a pas été facile pour ce candidat. Il faut dire qu'il n'a pas pu utiliser le joker de l'appel à un ami parce que, eh bien, ses amis... Ils sont en vacances. Mais bon, ça s'est bien terminé pour lui. Vous gagnez 24 000 €. Merci, Jean-Pierre. Bravo, 24 000 €. Le lendemain, on a pu suivre un autre joli conte de Noël, l'histoire de Jeff. Au début, il n'a pas la forme. Faut que je redescende. Faut que je me calme. Jeff est l'un des jeunes Américains dont on peut suivre le voyage en Europe dans My Life sur MTV. Et au départ, Jeff est flippé. Jeff est totalement flippé. Il est allongé sur le sol, il s'est recouvert la tête. Ça commence à m'inquiéter, je l'ai jamais vu comme ça. Mais son ami a une idée pour le réconforter. On va courir à ses côtés avec le drapeau américain en gueulant le plus fort possible. Et ça a marché, le moral de Jeff est vite revenu. C'est parti les gars. Des happy end comme ça, on en voudrait tout le temps. Allez, on rentre. On va encore repousser nos limites. À suivre le zapping, l'ITV Télé, Élise Lucet et Samuel Etienne ouvrent le bal en 2008, l'Observatoire des séries, la télé des voisins. Vous retrouverez aussi la Webzone et notre invité Sébastien Coé avec les premières images de sa nouvelle émission. C'est juste après la pub. Retour sur le plateau de Plus Clair et tout de suite, comme promis, le zapping. Quand deux personnalités de la télé font les questions et les réponses, ça donne l'ITV Télé pour commencer 2008. Élise Lucet et Samuel Etienne, on regarde. Est-ce que tu kiffes Arlette Chabot? Ça, c'est une question importante. Ah ouais, à donf, je kiffe Arlette Chabot. On est allé voir un concert de 50 Cent il y a 2 jours ensemble et on s'est éclaté, mais grave. Si Nicolas Sarkozy présentait une émission télé, laquelle ce serait? Ça, c'est facile. Qui veut gagner des millions? Parce que c'est bien bling bling. Bling bling, bling bling. Alors, quel est, de tous les animateurs télé, celui que tu aimerais relooker? Bon, on se connaît un petit peu, tu m'en veux pas. Julien Lepers, parce que quand il met sa cravate jaune avec sa veste verte, j'ai un peu de mal. Quel animateur ou animatrice du PAF embrasserais-tu sur la bouche? Clara Morgan, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très doux. Une douceur qui émane de Clara Morgan. Un peu de courage, c'est pas facile. Quelles sont les initiales de ton pire ennemi dans le PAF? Pire ennemi, c'est trop fort. Grosse déception, UG. Grosse déception. La télé est-elle l'opium du peuple? L'opium, ça me paraît un peu fort, l'opium. Peut-être le cannabis, parce que c'est quand même plus facile d'arrêter avec le cannabis. Élise, connais-tu une animatrice télé qui s'est fait refaire les seins? Une seule? Samuel, tu écris tes mémoires, tu leur donnes quel titre? Pas de titre, pas de mémoire, je n'écrirai jamais, je n'en ai ni le talent, ni le courage, et je trouve qu'on écrit trop, et il y a trop de livres.
On te donne un choix. Tu préférerais animer la météo, le kéno ou Turbo? Sans hésiter, Turbo. Et si je pouvais choisir une Aston Martin des années 60 et faire un essai dans le sud-est de la France, je suis pas contre. Quelle est l'émission que tu regrettes de ne plus voir dans le PAF, Samuel? Ça c'est facile, mais c'est vieux. Ce sont les enfants du rock que je regardais ado sur Antenne 2. Élise, participerais-tu comme candidate à Koh-Lanta? Non merci, pas Koh-Lanta, parce qu'à Vallée des Couleuvres, je l'ai déjà fait. Est-ce que comme PPDA, tu t'es donné une date pour arrêter la télé? Non, pas de date pour arrêter la télé, mais le jour où lui veut arrêter, je veux bien son JT. Est-ce que tu crois que la télé rend fou? La télévision peut rendre fou. C'est peut-être la raison pour laquelle France Télévisions est installée juste à côté d'un hôpital. Voilà, interview croisée réalisée par Alexandre Pérez. Vous retrouvez Élise Lucet dès lundi pour le journal de 13h sur France 2. Samuel Etienne et son édition spéciale, c'est tous les jours à 12h40 sur Canal+. Le meilleur des séries françaises et étrangères, c'est dans l'Observatoire des séries et c'est tout de suite. D'habitude, quand on nous parle de bourse à la télé, ça ressemble à ça et on n'y comprend pas toujours grand-chose. Le timing était difficile à détecter. Mais bientôt, on va pouvoir porter un nouveau regard sur la bourse avec Scalp, une série en 8 épisodes diffusée sur Canal+ à partir du 14 janvier. L'idée, c'est qu'effectivement, on raconte l'histoire de la première femme Golden Girl, entre guillemets, sur le marché de la Bourse de Paris à l'époque du début des années 90, où la bourse est encore un marché à la criée, ce qui n'existe plus maintenant. Pour nous faire revivre cette période, il aura fallu 4 mois à l'équipe décoration afin de recréer ce lieu dit le Pit. Le grand plaisir, c'est quand j'ai eu des gens qui ont vraiment travaillé sur le Pit à l'époque. Eux, quand ils sont arrivés là pour la première fois, ils ont fait putain, ils ont couru dans tous les sens. Et toi, ils se rappelaient les mouvements tout de suite. C'était vraiment un plaisir. Je me suis dit, c'est tout gagné, quoi. Scalp suit une intrigue policière et financière où la bourse tient un rôle essentiel. Tu n'es qu'un appareil à sous, pire. Autant dire que tous les comédiens de la série ont dû réviser leur CAC 40 sur le bout des doigts. Maintenant, on compte plus comme ça, on compte comme ça. 10, 11, 12, 100, 200, 300, 400. C'est devenu vraiment naturel, quoi. Est-ce que ça descend? Est-ce que ça monte? Combien, c'est un truc très important à la bourse. Un apprentissage nécessaire selon les créateurs de la série, histoire de bien montrer qu'on sait de quoi on parle. Il y a une série américaine, le moindre acteur, le moindre mec qui traverse la rue et qui demande du feu, il est juste. Voilà, bon. Donc s'il y a une chose sur laquelle j'ai envie de me nourrir, c'est ça, ouais. C'est de se dire que, bah oui, là, la moindre fichiste qui court, la moindre personne dans l'arrière-plan qui décroche, qui hurle au téléphone, la moindre chose, les moindres annonces sont justes. Lui, Vendée, il dit qu'il en avait des 50 à 1, 50 à 1, ouais, 50 à 1 fait. Qu'est-ce qui se passe, putain, la quantité? Qu'est-ce qu'on fait, là? Tu parles différemment maintenant, hein? Et si la série est bien documentée, c'est d'abord grâce à cet homme, Bruno Petit, un ancien trader reconverti dans la production audiovisuelle. Quand on arrive près de ce cours-là, il y a des grosses mains acheteurs et les nippes le savent. Donc, bon, alors si on ne comprend pas grand-chose à ce laïus, rassurez-vous, apparemment on n'est pas les seuls. Si vous en avez vendu 100, c'est fini, vous traitez plus. Je vais vous dire un truc, je crois que des fois je dois être le seul à comprendre ce qui se passe, donc ouais, il faut que je sois près d'eux, quoi. Pierre, je t'avais dit de vendre plus tôt. Que je l'ai pas dit dimanche après le rugby, non? Je suis mort et enterré après tout ce qui vient de se passer. J'ai tout perdu, tout. Scalp pourrait bien donc réconcilier les plus récalcitrants à l'univers souvent opaque de la bourse. Oh putain, les bleus! Aujourd'hui à la bourse. Les bleus, la cravate de Jean-Pierre Gaillard! Valeur française dans un contexte international. Elle est bleue. À partir de ce soir, la théorie du complot s'invite sur Arte. Je crois que Sonia Baker ne s'est pas suicidée. Je te l'ai dit, elle est tombée. On pense que c'est un meurtre. Jeu de pouvoir en VO State of Play, c'est une mini-série anglaise de 6 épisodes qui date de 2003 et a fait sensation. La preuve, son réalisateur David Yates a été depuis engagé pour signer la réalisation de plusieurs films de la franchise Harry Potter. Quant à cette série, elle est actuellement en cours d'adaptation pour devenir un film hollywoodien avec Russell Crowe et Ben Affleck. Une adaptation qui rappelle celle d'une autre mini-série anglaise, Traffic, devenue depuis un film américain de Steven Soderbergh. Ce soir à 22h30, vous aurez donc un avant-goût de cette histoire sur Arte avec la diffusion des 2 premiers épisodes. Steven, tu peux pas te permettre d'être impliqué. C'est déjà fait, je suis impliqué.
Une autre série anglaise a fait sensation pendant les fêtes de fin d'année. Le soir de Noël, la BBC a diffusé un nouvel épisode de la série SF Doctor Who. You got a problem with that? No. In that case, allons-y. Un épisode qui a fait un véritable carton d'audience. Plus de 12 millions de téléspectateurs étaient devant leur poste. C'est près d'un Anglais sur 5. Un succès historique qui doit sans doute beaucoup à la présence d'une guest star de luxe, la chanteuse australienne Kylie Minogue, venue le temps d'un épisode prêter main forte au docteur. Oi, don't knock it. It's a bit small. Un succès qui n'a pas fait que des heureux. Plusieurs ligues catholiques anglaises se sont plaints de la présence de symboles religieux dans un épisode diffusé le soir de Noël. Avec une part de marché de près de 50%, ces critiques n'ont sans doute pas vraiment inquiété la BBC. En France, Doctor Who est actuellement diffusé sur France 4. C'est tous les mercredis à 20h45. Son talk show le jeudi soir, la radio tous les matins et encore pas mal de projets pour 2008. Toujours la même recette, Sébastien Coé s'éclate. Et cette année, il va pousser le bouchon encore un peu plus loin. Vivre dans une maison à l'envers, lancer des cabines téléphoniques, ça le fait rire et il va le faire. Il a enfin son émission quotidienne, premières images dans un instant. Et Sébastien Coé est avec nous pour en parler. Bonjour, merci d'être... Ça va très bien et vous? Oui, bien, pas mal. Merci d'être venu sur ce plateau et bonne année pour commencer. Bonne année. Ça se fait? Oui, pardon, bonne année. Je suis désolé. Non, mais attendez, bougez pas, voilà. Je viens. Bonne année. Tout s'est bien passé, les fêtes, sympa? Tous mes vœux. Pas trop mangé? Tous mes vœux pour... Non, ça va, moi. Oh, d'accord. Bon. Ça y est, enfin, vous avez votre émission quotidienne. Oui. Que vous avez appelé la quotidienne. Je voulais vous féliciter pour le jeu de mots déjà. Oui, c'est-à-dire que quand on en a trouvé un, il faut pas chercher plus longtemps. C'est-à-dire que c'est quand ça vient vite, généralement, ce genre de petit jeu de mots, on se dit il faut pas aller plus loin, c'est bien. Bon, ça fait longtemps que vous l'attendiez, en tout cas, cette émission quotidienne. Ce sera sur... Pas exagéré non plus, hein. C'était pas non plus ma demande, parce que quand on en parle, on a l'impression que j'ai fait des prières tous les soirs pour l'avoir. En octobre 2006, vous disiez, à un moment, il va falloir décider, soit il me le donne, soit il me le donne pas, et si la réponse est négative, j'irai voir ailleurs. Donc c'était la quotidienne où vous quittiez TF1. C'est pas si dur que ça, c'est-à-dire que là vous résumez, c'était si vous le donne jamais. Je vous cite. C'était si il ne vous le donne jamais, c'était oui j'irai voir ailleurs. Mais j'ai jamais été comme un gamin à dire je vous préviens, je vais aller ailleurs. Non mais il le savait de toute façon, qu'il vous perdait si... Et puis à un moment donné, je crois aussi que TF1 a aussi besoin de passer par des cases risquées. À 17h30, on peut mettre de la série pendant 20 ans. Mais il y a un moment, il faut tester des choses. C'est tous les jours sur TF1 à partir de lundi, 17h35. Alors le concept, vous avez décidé d'être plus fort que tout le monde, c'est assez modeste. Oui, c'est-à-dire que quitte à être mégalo, il faut y aller un grand coup. Donc je mets mon nom dans l'émission, je me mets moi-même dans l'émission, et il faut être plus fort que le reste du monde. Voilà. L'idée, c'était de dire, est-ce qu'on pourrait pas créer une émission où on va pas faire que des défis. C'est-à-dire, si un type court 10 mètres, on va pas courir 11 mètres. Là, c'est le livre des records. Vous allez relever les défis les plus incroyables, absurdes. C'est-à-dire qu'avec mes auteurs, on a surtout une liste de choses. Quand on part d'un fait et que, par exemple, il y a des nouveaux chroniqueurs autour de la table qui expliquent ce qui s'est passé quelque part dans le monde, l'idée, c'est pas de dire comment faire mieux, c'est comment faire un truc encore plus barré. Surtout. Bon, pour savoir de quoi on parle, se faire une petite idée, on a suivi les coulisses du tournage. On regarde ensemble, on en parle après. Une voiture qui vole, Coé déguisé en steak. C'est la tectonique. Des lions en cage, tout va bien, nous sommes dans les coulisses de la toute nouvelle émission de Sébastien Coé, entouré d'une nouvelle petite bande, la quotidienne. Il y a un défi que Coé va relever. Il va essayer, je ne sais pas si vous connaissez le principe quand on plonge un bonbon Mentos dans du vodka. Et il va essayer de le reproduire, mais d'une façon plus spectaculaire et plus personnelle aussi. Et oui, le concept est finalement assez simple. Le but dans la quotidienne est réaliser des défis complètement idiots. Yeah. Une fois par émission, Coé donne donc de sa personne. Que j'allais crever, je sais. Avec le coca qui remontait dans l'appareil, là, qui est passé sous mon masque et tout, je voyais le niveau, là, qui montait. Ah, je pouvais plus respirer. Avec le froid, j'étais saisi. Vous m'avez plongé un peu vite. Je suis vite passé de 30 à 2. Et figurez-vous que ces idées extravagantes ont été très sérieusement pensées par Coé et sa bande.
Moi, ça me fait rire parce que je le pousse à chaque fois. On est en réunion avant l'émission et on dit tiens, on va faire ça. Et il lui dit ouais, je suis pas sûre. Mais si, c'est bien, tu vas voir, c'est bien, c'est rigolo et tout. Et donc je le pousse et puis voilà, ça donne ça. Ok, tous les jours sur TF1, Coé relèvera donc des défis. Alors, le défi de Coé, c'est se mettre un poulpe sur la tête. Mais le petit plus, c'est qu'ici, le public s'y met aussi. Ce que tu ne sais pas, c'est que peut-être que toi, tu participeras dans un instant puisque le public tous les jours est mis à contribution. Tu en feras peut-être partie dans quelques minutes. Hey, qui devait peindre un petit muret pendu à des élastiques, où en sommes-nous, ouais? Ouais. Est-ce que tu as bien sauté? Ouais. Est-ce que tu es fier de ce que tu as fait? Bon, ouais, quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Pédaler en présence d'un bourreau, nettoyer une vitre avec une minuscule raclette, ici le public mouille sa chemise. Une interactivité qui a demandé un plateau très spécial. Je voulais vraiment que ce soit comme une conception d'un stade, c'est-à-dire 2 virages de chaque côté, limite avec les tribunes, et de chaque côté, là, les tribunes présidentielles et la face présidentielle. Une grande zone de démo dans laquelle on peut mettre une cage avec des lions, d'avoir la table, d'avoir une espèce de jeu avec le public et de pouvoir aller les chercher et de faire exactement ce qu'on veut. Voilà, je voulais un stade. Et en plus, ici, il ne manque pas d'idées. Là, par exemple, aujourd'hui, le défi, c'est trouver une aiguille dans une botte de foin. Du coup, en coulisses, on s'active. 5 émissions à tourner en une journée, avec au minimum 2 défis par programme. Et ça tourne. Une grosse mécanique, donc. C'est le cirque. Il y a 4 défis par émission, il y a des mises en place à l'extérieur, à l'intérieur dans une loge, à l'extérieur de l'autre côté, à l'intérieur avec un lion. Donc on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut aller vite. La quotidienne, c'est donc des défis, un public actif, de nouveaux chroniqueurs, le tout sur TF1 dès lundi à 17h35. Il y a un problème, ça peut plus bouger. Bah, descendez la voiture. Ah, vous êtes en train d'applaudir depuis tout à l'heure. Oh putain. Oh putain. Attendez. J'ai super mal. Oh la vache. Vous y avez cru, hein? Pour l'instant, la chaîne a commandé 50 émissions. Quant à savoir si le programme séduira... Les gens rentrent du travail, ils ont qu'une envie, c'est se détendre, c'est se faire plaisir. Et puis voilà, quoi, c'est une émission de déconne. Je veux dire, on se prend pas au sérieux, quoi. C'est ça qui est super. On pense un petit peu à l'émission Jacasse. Oui, mais je vais pas m'agrafer les testicules tout de suite, je vais attendre le mois de mars, hein, parce que c'est un peu ce qu'ils font quand même. Hein. Donc je vais pas le faire tout de suite, parce que TF1 m'a dit 17h30. On nous annonce l'émission la plus barrée, la plus déjantée, et en même temps, effectivement, c'est juste avant la Starac, donc la cible, c'est quand même les jeunes. Donc qu'est-ce que vous vous autorisez, qu'est-ce que vous vous autorisez pas? Je pense qu'il faut pas mettre les jeunes plus sains que ce qu'ils sont et plus ignorants que ce qu'ils sont. Je veux dire, c'est les premiers à aller sur Internet, à s'échanger les images les plus trash, les plus sexes et les plus rentre dedans. Donc en aucun cas, je vais les rivaliser avec Internet. On est sur TF1 dans une case dite familiale. C'est pour ça qu'en aucun cas, je vais rivaliser avec Internet. Non, mais l'idée, elle est de s'amuser. Je me doute que quand je vais me déguiser en entrecôte et que je vais aller voir un lion, je suis pas persuadé que le lendemain, il y ait des milliers de jeunes en France qui se déguisent en entrecôte et qui aillent voir un lion. Enfin, sinon, faut plus aller... faut trouver le déguisement déjà. Mais oui, faut trouver le lion, faut rentrer dans la cage. Non. Alors, on va le préciser, hein, c'est pas un format étranger, c'est une création originale. Vous y tenez beaucoup à ça. Pour vous, c'est comme ça qu'on doit faire la télé aujourd'hui? Oui, mais je pourrais vous dire oui pour plein de raisons. Oui, parce que c'est quand même plus rigolo de créer son format. Si j'étais un patron d'entreprise idiot, je vous dirais quand même que idée égale monnaie. Donc si un jour on veut gagner des sous, c'est peut-être en revendant des formats. C'est aussi génial parce que imaginez, situation critique, les 10 premières émissions marchent moyennement bien, il faut réajuster. Quand c'est votre format, c'est pas difficile. Vous bougez un truc, vous remettez un peu de jeu, vous enlevez une séquence, vous faites plus ceci, moins cela. Quand vous achetez un format qui vient de l'étranger, vous touchez à rien. Ça marche pas, vous prenez, vous jetez, parce qu'ils vous laisseront pas y toucher. Vous vous êtes donné un objectif d'audience? Non, je me suis pas fixé de clause d'audience. Parce que je peux pas vous dire si le public de Lisa, c'est ça? Le destin de Lisa. Merci. Je suis pas persuadé, je sais pas si le public de Lisa va être celui qui va regarder la quotidienne. Et je peux pas vous dire que les gens qui sont dispersés sur toutes les autres chaînes de la TNT vont pas revenir en se disant génial, il y a quelque chose de nouveau. Non, mais il y a un seuil à partir duquel on sait que la partie est à peu près gagnée quand même. Oui, je sais pas, en individu, la tranche doit être à 22, 23. Si je suis à 18, on va faire un peu la gueule. Si je suis à 12, on va m'éventrer. Si je suis à 9, je rentre plus à TF1. Bon, si on est dans les 20, je crois qu'on sera tous contents. Et puis si on fait un petit peu plus, on sera... Encore une fois, je pense qu'avec 18 chaînes,
n'espérez plus jamais lire le chiffre 30. Ou alors ça veut dire que les autres, les émetteurs ont explosé. Mais si on se tient dans des chiffres qui sont des bons chiffres pour TF1, tout le monde sera content. Et moi le premier, parce que je me serais bien amusé. La coexistence, la coétidienne et la méthode Coé, si l'un marche et l'autre pas, lequel des deux s'arrête? Est-ce que... Demandez ça à TF1. C'est eux qui choisissent, c'est pas vous qui avez... Moi j'arrêterai là où je m'ennuie. Mais ça parce que vous pouvez pas emmener quelqu'un de force travailler. Non mais vous aviez dit que c'était un peu la 5e et sans doute la dernière saison parce que vous vouliez partir justement au moment où vous étiez au plus haut et que... Bon. Ça c'est le vieux truc que vous diront tous les gens. Ils vous diront tous arrête-toi quand c'est très haut. Non mais ça vous l'avez dit. Je suis d'accord. Mais c'est pas arrête-toi quand c'est très haut. C'est plutôt arrête-toi avant que ça se casse la gueule et que tu t'ennuies. C'est surtout ça. Maintenant, je m'ennuie pas. Alors, on est en début d'année, peut-être qu'au mois d'avril, je serai fatigué, j'irai, j'en ai assez. Pour l'instant, je m'ennuie pas. Les audiences sont là. On n'a jamais eu autant d'invités qui se bousculent pour venir dans cette émission. Je suis ravi. Donc, pourquoi pas une 6e saison? Ça paraît bizarre, mais peut-être pourquoi pas, oui. Mais différente, de toute façon. C'est-à-dire qu'on refera une méthode, je pense, complètement différente. Est-ce que ce sera la nouvelle méthode? Est-ce que ce sera autre chose? J'arrête de dire, parce qu'à chaque fois que je dis des trucs ici, si après, pendant 6 mois, tous les journalistes me posent des questions en disant alors, on a dit à plus clair la nouvelle méthode, ça va être quoi? Donc voilà, c'est que des réflexions pour l'instant. Vous êtes l'objet de toutes les convoitises, votre société de production Be Aware. Beaucoup de gens voudraient la racheter. Alors on a parlé. N'exagérons pas, on a parlé de la société Endemol. On parle maintenant très sérieusement de Stéphane Courby, qui est l'ex-patron d'Endemol, qui est maintenant à son propre compte. C'est la danse du ventre. Vous faites monter les enchères en ce moment. Je déteste faire monter les enchères. Voilà, c'est pareil quand je vais d'une radio à l'autre ou d'une télé à l'autre, c'est encore jamais arrivé, mais d'une radio à l'autre, quand je décide de dire oui à quelqu'un, je dis oui à quelqu'un. Et vous n'avez pas complètement démenti que vous étiez éventuellement en discussion. Vous dites, je cherche pas à vendre la totalité de ma boîte, mais pourquoi pas m'adosser à un groupe. Ce qui est ridicule, c'est quand on dit que je veux vendre. Je voulais que je vais pas partir en retraite à 35 ans et pas aller me faire chier sur une île à Miami à faire du bateau. Ce qui m'amuse, c'est de faire ce que je fais tous les matins. Non, vendre ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de me dire tout seul, avec des équipes, avec des gens qui me sont proches, comme Cécile, comme les gens qui sont chez moi, dans mon équipe. Voilà, on a réussi à monter un truc, je venais de rien, à monter ça, le public nous a suivis. Maintenant, peut-être qu'il y a une deuxième marche, qui est un peu plus haute, où il faut peut-être passer à un stade européen, peut-être à un stade plus costaud. Ce qui peut être marrant, c'est de s'adosser à des gens, pour peut-être aller plus vite, pour avoir plus de moyens. Donc ça veut dire que vous êtes en train d'en discuter avec Stéphane Courby? J'en discute avec plein de gens. Voilà. En plus, ça serait pas très clean de ma part. J'ai pas envie de vous mentir et de vous démentir en disant non. J'ai pas non plus vous donner des noms parce que dans l'autre sens, c'est pas clean. Mais il y a vraiment 4 ou 5. Non, les noms, on les a. C'est juste savoir qui. Il y en a pas que 2. Si vous voulez, il y en a pas que 2. Oui, non, oui, j'en ai cité que 2. Mais parce que vous savez, il faut que vous ayez quelqu'un. Vous savez, une relation, c'est pas un carnet de chèques. C'est 1, 2 personnes, en tout cas les gens qui composent la boîte en face. Moi, je leur dis voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai envie de faire. Par exemple, il y a un truc que j'ai envie de faire. Je crée une société de films. Parce que j'ai envie de coproduire des films, j'ai envie de faire de coproduire des films pour le cinéma, parce que c'est une aventure qui me plaît beaucoup, et je trouve ça magique de lire un scénar et de se dire, tiens, est-ce qu'on peut coproduire, financer un peu, peut-être se planter, peut-être faire un succès. J'ai créé mon film pour l'été prochain. Ça m'amuse tout ça. Si vous avez quelqu'un qui Le film pour l'été prochain, vous pouvez nous en dire plus? C'est une comédie. Voilà. Super. Non mais c'est la vie. Bon, je peux vous en dire. Non mais je vous en dire plus. C'est la vie d'un personnage qu'on a créé dans la méthode, qui s'appelle Patrick le DJ, et qui est en fait l'histoire du plus mauvais disque jockey du monde. Donc c'est une comédie, et on est en train d'y glisser tout ce qui m'amuse beaucoup dans. C'est un film. Il n'y a jamais eu de film sur les DJ. Et qui sera Patrick ce DJ? D'après vous. Je sais pas, j'ai ma petite idée qui comme ça. Qui porte le mieux une perruque ridicule et qui peut faire le DJ, d'après vous. Voilà. Pour résumer sur ces histoires de vente ou de pas vente, ce qui est génial, c'est quand vous avez quelqu'un en face de vous qui a l'œil qui brille quand vous lui dites j'ai envie de faire ça, est-ce que vous êtes d'accord? Si vous avez un type habillé en noir avec une cravate qui vous regarde, qui fait ouais, bof, c'est pas bien. Avant de se quitter, quelques petites questions. Attention, ça va vite. 60. Si je réponds pas. Vous êtes obligé de répondre. Oui, non, je sais pas, vous passez. 60 secondes pour répondre. C'est un questionnaire spécial 2008. Vous êtes prêts? Oui. Le défi que vous rêvez de relever en 2008? Faire la quotidienne qui marche. Celui que vous refuseriez de relever en 2008? Me balader à poil sur les Champs-Élysées. Le truc le plus débile que vous comptez faire en 2008? Je sais pas. Le truc le plus audacieux, le plus osé? Ah, il faudrait que je me balade à poil sur les Champs-Élysées. Ça serait le plus osé. Si vous deviez avoir un partenaire en 2008, vous préféreriez animer une émission avec Arthur ou Frédéric Tadei? Les deux.
Les sont deux complètement ensemble. différents les deux, mais non, ensemble non. Mais sur 2 émissions différentes, ça peut être sympa. L'invité que vous rêveriez d'avoir dans la méthode en 2008. Jacques Chirac, il a un peu plus le temps là. Et Ou celui- Carla Bruni, j'ai 2-3 trucs à lui demander. D'accord. Et celui que vous ne voulez pas recevoir du tout en 2008, jamais. Du tout Kadhafi, je suis pas sûr. Votre Pourtant, il a bonne... demandé, hein, mais bon, Il vous a appelé? Ouais, Votre bonne résolution pour 2008? continuer le sport. Vous avez commencé quel sport? Mais comme tout le monde, vous prenez une carte et puis vous faites ouais, j'ai la carte, je fais du sport. Voilà. Et, après, faut y aller. Et on y va une fois dans l'année, Voilà. on a payé son Je vais abonnement. essayer d'y aller un petit peu plus qu'une fois. Vous êtes sauvé par le gong là. Tout va bien alors. Et ben voilà, c'est fini. Bon, ben à bientôt. Encore très bonne année et Merci merci beaucoup. d'être venu sur le plateau de Plus Clair. On va passer au meilleur ou au pire, ça dépend, des télévisions étrangères. C'est la télé des voisins et c'est tout de suite. Scandale. La semaine dernière, sur CCTV, le premier groupe audiovisuel chinois, Zhang Bin, le commentateur sportif le plus célèbre du pays, a eu comme un accident de parcours. Alors qu'il présentait à la presse la nouvelle chaîne olympique, sa femme, Hu Ziwei, journaliste elle aussi, a débarqué sur le podium. Attention, scène de ménage à la sauce pékinoise. Aujourd'hui est un jour spécial pour la chaîne olympique, pour Monsieur Zhang Bin et aussi pour moi. Parce qu'il y a à peine 2 heures, j'ai découvert que Monsieur Bin, mon mari, avait une maîtresse. Il entretient une relation extra-conjugale derrière mon dos. Très mal à l'aise, le mari va tenter à plusieurs reprises de faire sortir la trouble fête. C'est comme ça que vous traitez une faible femme? Toute la scène est tournée avec un téléphone portable jusqu'à la sortie lyrique de Hu. Tant que la Chine ne se remettra pas en question, elle ne deviendra pas une grande puissance. Mon mari n'arrive même pas lui-même à se remettre en question, à affronter sa femme blessée. Les patrons de CCTV ont cru éviter le scandale. Comme d'habitude, en Chine, la conférence n'était pas en direct. La scène a donc été coupée au montage, mais les images ont fait le tour du net. Il y a quelque chose de nouveau en Chine, c'est que ça a alimenté la rumeur des forums, des blogs, de l'Internet. Mais pourquoi ce silence dans les médias chinois alors que le scandale éclabousse la vedette du journalisme sportif? La Trash TV n'a pas encore gagné la Chine. C'est-à-dire que les événements croustillants, la présentatrice sur une plage ou les histoires d'amour des uns et des autres, cet aspect de l'information qui est maintenant très présent chez nous, effectivement n'a pas gagné la télévision qui essaie encore de se tenir dans une certaine stature. Peut-être que le contrôle de l'État sur les médias est encore très présent. Les télévisions et la presse écrite restent toujours un organe officiel. Donc ils ont toujours une image à protéger, quoi. Et oui, en Chine, on ne fait pas de ramdam médiatique autour d'une crise conjugale. Par contre, on sévit. La présentatrice de Beijing TV pourrait être remerciée dans les prochains jours et son mari infidèle aurait déjà donné sa démission. Comment devenir un dieu vivant? Ce n'est pas un défi à relever en 2008, mais le titre d'un roman, le 2e livre de Julien Blangras. Ce jeune écrivain a trouvé le moyen de faire parler de lui. Il fait sa propre pub sur le net, ce qui a le don d'irriter les puristes. Karima Hamzaoui et Théodore Bourdeau. Quoi de neuf dans la webzone cette semaine? En 2008, les écrivains troquent la plume pour la souris. Dernier exemple en date avec Julien Blangras. Pour son 2e roman sur le point de paraître, ce jeune écrivain a fabriqué ses spots de pub. Mademoiselle, échangeriez-vous votre Chateaubriand contre ce nouveau livre de Julien Blangras? Mais je sais pas, ça parle de quoi? Ça s'appelle Comment devenir un dieu vivant, c'est une comédie apocalyptique. Ça parle de la fin du monde, mais c'est marrant. Sur les blogs, le buzz est lancé et la promo du roman en même temps. Avant même la sortie du livre, ces clips ont été visionnés plus de 1500 fois. Alors en fait, chaque mois, il y a des centaines de livres qui sortent. Au milieu, il y a le mien. Alors comment faire pour qu'il ne soit pas noyé dans la masse? Internet permet justement de se distinguer. Donc j'ai écrit 2 petites bandes annonces en fait. Et en une journée, avec quelques copains, on l'a tourné, monté, mis en ligne. Résultat, on a un petit espace de visibilité qui permet d'attirer les gens vers l'univers du livre. Et tout ça pour 0 €. De plus, messieurs, la lecture de ce livre fera grossir votre pénis. Le web devient donc un outil de communication pour les écrivains. Lors de la parution de son dernier roman en juillet, Frédéric Becbédé n'avait donné qu'une seule interview. C'était au micro du blogueur influent Thomas Clément. Je préfère être interviewé ici
par toi que par tous les autres animateurs de télé qui m'ont proposé gentiment, mais je crois que ça sert à rien. En fait, aujourd'hui, je crois que pour un écrivain d'aller vendre son livre à la télévision, c'est parfaitement inutile. Et dans mon cas, c'est même agaçant. Les écrivains peuvent-ils se passer de la télé? Pas si sûr. Malgré près de 23 000 visionnages pour cette interview, le roman de Frédéric Beigbeder, Au secours, pardon, s'est moins bien vendu que ses ouvrages précédents. La télé, un média pas encore complètement has-been pour faire la promo d'un roman. À part ça, dans la webzone, voici la célébrité issue du net dont tout le monde va parler en 2008. Diablo Cody, everybody. Elle s'appelle donc Diablo Cody, elle a 29 ans et une histoire qui commence sur les chapeaux de roue. J'étais dactylo et un jour je me suis dit mais ça craint totalement, je me sentirais mieux toute nue. Tout commence quand Diablo se lance dans une carrière de stripteaseuse. Elle raconte sur son blog le jour tout ce qu'elle voit et entend la nuit. En 2005, le blog se transforme en un roman qui cartonne et en décembre dernier, Diablo Cody signe le scénario d'un film pour ados. Ça s'appelle Juno. Hey Blake! Wow, your shorts are like especially gold today. My mom uses color safe bleach. Bingo again, son script pourrait être nominé aux Oscars en février. Dernier épisode de cette success story, Steven Spielberg himself a commandé une série à Diablo Cody. Ça s'appellera The United States of Tara, à découvrir en 2008 à la télé américaine. Pour finir, les 3 tendances du web en 2008. Sur la toile, on n'échappera pas à l'actu du moment avec ce site, The Art of Kitting, ou comment arrêter de fumer en se la jouant artiste. Les internautes envoient des photos super étudiées censées motiver ceux qui veulent arrêter de fumer. Autre buzz programmé pour 2008, le nouveau film de Michel Gondry, Be Kind, Rewind, qui sortira en février. Pour promouvoir son film, le réalisateur a créé un site délirant dans lequel il a inventé un web fait de briques et de broc. Les sites les plus connus comme Google ou MySpace sont revisités en version bricole. En 2008, il y en a un qu'on ne verra pas trop surfer sur le web, c'est Vladimir Poutine. Dans le magazine Time, le tout-puissant chef de l'État russe confesse son indifférence au net. Je n'utilise pas ces technologies, même pas le téléphone, mon équipe le fait pour moi. Bon ok, allez, bonne année quand même Vladimir. Voilà, plus clair, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain, 12h45, et je voudrais encore une fois vous souhaiter une excellente année 2008.